Alors, bonjour à tous. Comme on se l'est dit la dernière fois que l'on s'est vu, on va essayer dans ces quelques vidéos qu'on va faire de résumer à grands traits, à très grands traits, des groupes de notions. On a décidé de travailler sur la morale et le sujet. Je commence donc par la morale. Comme vous le voyez, les différentes notions sont devoir, liberté, bonheur et justice. On peut donc commencer dans un premier temps par une distinction qui est utilisée mais qui n'est pas essentielle mais qui est assez pratique, entre d'une part la morale et d'autre part l'éthique. La morale, essayons d'en donner une première définition. On pourrait dire que c'est un ensemble de règles de conduite et de valeurs qui s'accompagnent d'une représentation de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ainsi, lorsque l'on parle de jugement moral, on parle d'un jugement qui porte sur le bien ou sur le mal relatif à une action, ainsi qu'on se le représente assez souvent. L'éthique, essayons de la définir avec sa particularité. L'éthique, dit Gilles Deleuze dans Spinoza, Philosophie pratique, l'éthique est la science pratique des manières d'être. Ce n'est pas une morale. Qu'entend-il par là ? Il entend peut-être simplement le fait qu'il n'y a pas de jugement porté sur la valeur positive ou négative d'une action, mais que l'éthique se contente d'étudier et d'observer les différents comportements, ce qu'il appelle des manières d'être. Ainsi, comme on l'a vu dans l'année, on pourrait rapprocher l'éthique de cette manière d'analyser les coutumes propres à l'anthropologie. Voyons dans un premier temps le rapport entre la notion de morale et celle de société. Prenons comme acquis la définition d'Alain de la société, qui est un état, la majuscule n'indique pas l'état au sens politique du terme, c'est un état de solidarité, en partie naturel, en partie voulu, avec un groupe de nos semblables. Cette définition suppose que la société est un ensemble d'individus organisés en vue de la survie, tout d'abord, survie du corps, on l'a vu dans le chapitre sur la société qui s'appuie sur le travail et la distribution des biens produits, mais également survie des individus capables de vivre ensemble sans se nuire. Ceci suppose donc une triple unification par 3 formes de règles. Première règle, ce sont les coutumes. Comme le dit un de mes collègues Yvan Elissalde, c'est la façon de faire comme tout le monde, et le but de la coutume est l'unification des comportements. Une société ne va pas non plus sans un pouvoir qui s'exerce sur tous. C'est la raison pour laquelle le deuxième type de règles s'appellent les lois ou les lois politiques. Ce sont des règles conventionnelles par lesquelles s'exerce la mise en commun du pouvoir sur tous. Mais ces 2 types de règles ne suffisent pas pour former société. La morale consiste en devoir ou obligation. C'est une délimitation sociale des conduites à partir de valeurs, comme nous le disions dans la définition. On parle de devoir ou d'obligation. Deuxièmement donc, qu'est-ce donc que le devoir moral ? Et puis, d'où viennent ces règles morales ? On pourrait dans un premier temps évoquer le fait qu'elles viennent de la tradition ou des différentes traditions. Mais alors, on ne verrait pas tellement quelle différence il y a entre ces règles morales et ce que l'on appelle les coutumes. On pourrait donc évoquer comme deuxième possibilité le fait qu'elles viennent d'un texte sacré. La morale est donc religieuse. Elle pourrait trouver en Dieu un principe d'universalité. À ce titre, les règles morales seraient alors dites hétéronomes, au sens où hétéronome signifie règle ou loi qui vient d'un autre, hétéro. On peut enfin imaginer que ces règles morales viennent de la raison. Là encore, c'est une réponse possible à l'universalité des règles morales. Elles seront alors dites autonomes, règles qui viennent du sujet lui-même. Si vous remarquez la distinction que l'on peut faire encore ici entre morale et éthique, c'est que la morale a une portée nécessairement générale, voire universelle, là où l'éthique est toujours une éthique propre à un groupe ou particulière. Dans les expressions, on parle d'une éthique de quelque chose, de l'entreprise, etc. La morale a donc une portée universelle, mais d'où vient cette universalité et donc d'où vient le devoir moral ? Nous avons dit que la morale pouvait être comprise à la fois à travers la notion de devoir, mais aussi celle d'obligation. Revenant sur cette distinction essentielle,
qu'est l'obligation et la contrainte. On appelle contrainte quelque chose qui s'impose à l'extérieur du sujet et qui s'oppose à sa liberté. Ainsi, par exemple, lorsque l'on m'oblige à faire quelque chose, je m'exprime mal en disant que l'on m'oblige à faire ceci, on me contraint lorsque j'ai par exemple un revolver sur la tempe. On parle alors d'obligation en philosophie lorsque l'on évoque la nécessité d'une action libre sous un impératif catégorique de la raison. Voilà la définition que donne Kant dans la métaphysique des mœurs. L'obligation, c'est donc le choix libre d'obéir à une loi que je me donne à moi-même. Ainsi, dans ce célèbre exemple de Tintin dans le sceptre d'Ottokar, lorsque Milou hésite entre le choix d'un os et le choix du message à transmettre, il est face à un devoir, plus exactement à une obligation morale qui consiste à choisir la loi de la fidélité à son maître qu'il s'est lui-même donné. On parle alors d'un impératif catégorique, ce que disait Kant dans la citation que l'on vient de lire. Qu'est-ce que c'est ? Un impératif, souvenez-vous de vos cours de français d'il y a très très longtemps, suppose un ordre. Mais un ordre que l'on se donne à soi-même. On parlera alors d'autonomie. Ce terme est très important pour comprendre ce qu'est la liberté morale. L'autonomie, se donner à soi-même, nomos, sa loi. L'impératif qu'est le devoir suppose donc la liberté, et ne s'y oppose pas. Que veut dire le fait qu'il est catégorique ? Il est catégorique, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être suivi pour ses conséquences, mais pour lui-même. Prenons un exemple. Lorsque je décide de donner une pièce à quelqu'un qui est dans le besoin dans la rue, je peux le faire de deux manières. Soit en me demandant si les conséquences de cet acte vont m'être profitables. Par exemple, est-ce que je suis vu par des personnes autour de moi qui vont pouvoir faire mon éloge en disant que je suis généreux? Ou bien, est-ce que je dois le faire indépendamment des circonstances, indépendamment des conséquences même, simplement parce qu'il est de mon devoir d'aider qui est dans le besoin? Évidemment, l'impératif catégorique donnera comme réponse la deuxième situation et non pas la première. Il va s'agir donc de suivre le devoir indépendamment du plaisir que je peux éprouver, des conséquences ou des circonstances de cette action. Cet impératif catégorique, énoncé par Kant, existe dans plusieurs formulations. Nous n'en avons retenu que 2 cette année, je vous les rappelle parce qu'elles serviront pour la fin de cette révision. Première formulation, agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. Précision, la maxime d'une action indique l'intention de l'action. On peut donc dire que je dois agir de telle manière que l'intention que je me propose dans une action puisse être en réalité universalisable, c'est-à-dire que tous peuvent se donner cette même intention. Deuxième formulation, agis de telle sorte que tu traites l'humanité en ta personne comme en la personne de tout autre, jamais simplement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin. Cette deuxième formulation insiste davantage sur le caractère propre de la dignité humaine. Nous avons donc parlé du devoir et de son lien avec la notion de liberté. Comment entendre la liberté morale ? Première définition que l'on peut donner, la liberté est une capacité à agir en conformité avec soi-même, sans que rien ni quiconque n'interfère. Le « sans que rien ni quiconque n'interfère » fait ici référence à ce que l'on a dit autour de la contrainte. On va donc pouvoir distinguer 2 formes de liberté. Premièrement, la liberté de spontanéité, qui consiste à être libre à l'égard de la contrainte. Contrainte, rappelez-vous, est quelque chose d'extérieur qui vient s'opposer à la liberté. Et d'autre part, la liberté de choix, qui consiste à avoir des possibilités alternatives, ce que l'on appelle le libre arbitre.
La situation dans laquelle il est facile de comprendre ce qu'est la liberté est tout simplement celle que vous faites régulièrement l'été, par exemple. Être devant un glacier et choisir les parfums de ces glaces consiste tout simplement à être libre de toute contrainte. Personne ne vous menace avec un revolver sur la tempe pour que vous choisissiez vos parfums de glace, et d'autre part, vous avez une possibilité d'alternative puisqu'il y a différents parfums. Vous êtes donc dans l'exercice de votre liberté morale. Quelle est la fonction de la liberté ? Ici, on peut se la représenter selon deux courants. La conception stoïcienne énonce qu'est libre l'individu capable de se déterminer rationnellement, chez qui l'emporte donc raison et moralité. Épictète, dans ses entretiens, dit ceci: la liberté consiste à vouloir que les choses arrivent, non comme il te plaît, mais comme elles arrivent. Ce que veut dire Épictète ici, c'est que la morale suppose une certaine capacité rationnelle de l'homme à opérer un tri dans ses désirs, à opérer un tri également dans ce qui peut lui procurer du plaisir. La liberté n'est donc pas une licence qui consisterait à pouvoir faire tout ce que l'on voudrait, mais une capacité à distinguer et à vouloir ce qui correspond à ce que la raison nous demande de suivre. Cette conception stoïcienne, on pourrait la distinguer de la conception existentialiste, beaucoup plus moderne, inaugurée en particulier par la philosophie existentialiste au XXe siècle. Dans cette conception, la liberté est le pouvoir spirituel de dire oui ou non. Ce pouvoir se découvre dans une forme d'angoisse, de sorte que la conscience et la liberté sont une seule et même chose. Cette angoisse, on la retrouve dans cette expression et cette citation de Sartre: « L'homme est condamné à être libre », dit-il dans l'existentialisme est un humanisme. Ce que veut dire ici Jean-Paul Sartre, c'est que la liberté ne se détermine pas à partir d'une rationalité qui aurait pour objectif de préférer un bien à une forme de facilité qui consisterait à suivre tous ses désirs. Elle est simplement une capacité d'adhérer ou de ne pas adhérer à une action qui se propose à moi. Le sens disparaît dans cette liberté, et c'est la raison pour laquelle l'angoisse peut apparaître. Après avoir évoqué le devoir et la liberté, il s'agit de se demander maintenant quel est le lien entre ces notions et celle de bonheur. On a évoqué d'un côté la morale du devoir de Kant, qu'en est-il de ce que l'on appelle la morale du bonheur ? Tout d'abord, revenons à ce que pourrait être un acte humain. Dans un acte humain, on peut distinguer la matière de l'acte, la forme de l'acte, vous reconnaissez ici la distinction entre matière et forme, les conséquences et les circonstances de l'acte. Prenons un exemple. Lorsque je décide de frapper cet homme au visage, je pourrais me demander si c'est mal. Effectivement, la matière de l'action, ici, le coup donné, et l'intention, ou la forme de l'action, blesser cet homme, ou l'arrêter, pourrait suffire à qualifier cet acte de moralement mauvais. Mais si je me place dans les conséquences et les circonstances de cet acte maintenant, supposons que cet homme que j'essaye d'arrêter, de frapper, est en train de dérober le sac d'une personne vulnérable. Mon acte, ici, ne peut plus être qualifié moralement de mauvais dès lors que je prends en compte les conséquences et les circonstances de cet acte. La morale du devoir, ou morale déontologique, ça signifie exactement la même chose, est avant tout une morale de l'intention. Il faut l'intention d'agir par respect pour la loi morale, voilà ce que nous disait Kant. La morale du bonheur, ou eudémoniste, s'attache moins à l'intention qu'à la totalité de l'acte humain, c'est-à-dire la matière, la forme, la conséquence et les circonstances de l'acte. Ceci suppose une certaine définition du bonheur. Voilà un nouveau problème. Quelle place peut-on faire à une définition du bonheur ? Définir le bonheur suppose que l'on puisse le saisir dans un concept qui aura donc une portée universelle. Mais immédiatement se pose la question: comment atteindre une telle définition du bonheur
alors que le bonheur semble si personnel, si propre à chaque individu? Eh bien, le fait même que tous les individus désirent cet état de satisfaction que l'on appelle le bonheur suffit, pour Aristote, à prouver qu'il doit y avoir une définition du bonheur. Voyons son raisonnement. Ce que l'on appelle le bonheur est en réalité le souverain bien, c'est-à-dire le bien ultime, ce que je veux ultimement. Il correspond donc, dit Aristote, à la perfection ou à l'accomplissement de notre nature. Nous sommes pleinement nous-mêmes quand nous sommes heureux. Qu'est-ce que ceci implique ? Première implication, il faut se demander ce que nous sommes, l'accomplissement de notre nature, mais que sommes-nous ? Quelle est cette nature ? Aristote répond simplement que nous sommes des êtres doués de volonté et d'intelligence. Le bonheur sera donc l'action par laquelle nous accomplissons notre nature intelligente, et cette action s'appelle la vertu. Mais, deuxième caractéristique, le bonheur n'est pas simplement lié à la vertu, il dépend également de circonstances qui ne dépendent pas de nous. Aristote en énonce 3, la bonne santé, une certaine aisance matérielle qui nous empêche d'être dans le besoin, et enfin une reconnaissance sociale. Ce point est important car il montre la portée politique et sociale de toute réflexion morale. C'est donc notre 5e point, dimension politique de la morale. Le bonheur, cette notion apparemment si personnelle, ne peut pas se définir comme la seule satisfaction de désirs personnels. En effet, nous avons vu plusieurs arguments. Premièrement, il ne va pas sans liberté, et la liberté suppose une rationalisation des désirs, et donc pas la suivi de tous les désirs de manière simple et directe. Deuxième argument, ces désirs prétendument personnels supposent en réalité une organisation sociale. Si je souhaite me procurer tel bien ou tel objet ou telle chose à manger, je dois prendre en compte le fait que l'objet que je désire suppose des gens qui l'ont produit par le travail, une circulation de la richesse et de la production, et donc toute une économie qui fonde un ordre social. Troisièmement, Aristote rajoute qu'un tel état de satisfaction, supposons qu'on l'ait atteint, appelle en même temps le désir d'amitié. Rappelez-vous ce texte dans la Grande Morale que nous avons déjà travaillé. Aristote évoque que l'homme seul a besoin d'amitié pour être heureux et qu'il ne pourrait en aucun cas être heureux seul. C'est aussi cet élément qui pourrait nous faire penser et nous permettre de comprendre le sort parfois tragique des stars ou des enfants de stars. Petit exemple pour redescendre un petit peu de la Grande Morale vers Tina Turner, lorsqu'elle parle de la mort de son fils, évoque ceci, je crois que Craig était seul, c'est ce qui l'a atteint plus que tout le reste. Cette solitude éprouvée alors même que l'individu vit dans une condition d'aisance, au moins matérielle, rappelle que le bonheur ne peut pas se concevoir sans une dimension sociale ou politique. Dès lors, on pourrait se poser cette question, peut-on être heureux dans une société injuste, puisque c'est l'expérience que nous faisons assez régulièrement. Dans cette question, au moins 2 points de vue peuvent être pris en compte et peut-être même s'opposer. Dans une première représentation, qui est la conception utilitariste, on énoncera ce principe. L'utilitarisme est la doctrine qui donne comme fondement à la morale le principe du plus grand bonheur. Rappelez-vous l'expression que nous disions souvent en cours, il s'agit de trouver le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Et cette expression, nous l'avions commentée à l'aide de l'expérience de pensée du tramway fou. Je n'y reviens pas, on y a passé déjà suffisamment de temps, mais rappelez-vous, il s'agit donc de choisir ce qui va procurer un mal pour une personne, mais qui va en sauver 5, paraît la solution la plus facile, la plus utile, parce qu'elle procure le plus grand bien au plus grand nombre. Il est donc possible dans cette conception d'envisager une société qui serait injuste pour une petite partie de cette société et qui favoriserait le plus grand bonheur du plus grand nombre.
À cette conception utilitariste s'oppose la conception rawlsienne, celle de John Rawls qui l'hérite de Emmanuel Kant en particulier. Dans cette conception, une société démocratique ne peut tolérer les inégalités que si elle profite aux plus défavorisés et compense l'inégale distribution des talents. La définition qui est donnée ici de la justice est en réalité une définition comprise comme équité. La justice ici a pour objectif l'équité. Nous avions travaillé ces concepts à l'aide de l'expérience de pensée du voile d'ignorance que imagine John Rawls, dans lequel, rappelez-vous, nous faisions cette expérience de prendre des décisions relatives à une société, indépendamment de tout ce que nous pensions être notre situation, notre classe sociale, notre sexe, nos croyances, etc. Conclusion, il s'agit maintenant pour nous de donner une définition finale de la morale. La morale, on peut la comprendre de deux manières. Premièrement, en ce qu'elle appartient à la civilisation. La morale est civilisatrice parce qu'elle est un ensemble de règles à portée universelle, permettant aux hommes de vivre ensemble sans se nuire. Mais elle a également une portée culturelle. Elle appartient à la culture parce qu'elle porte l'individu vers l'autonomie, c'est-à-dire vers la liberté. La morale est donc l'adhésion libre à notre nature rationnelle. J'espère que ceci permet de clarifier un petit peu les notions. Premièrement, ce qu'il faut faire maintenant, c'est constituer cette petite fiche de révision comme nous l'avions fait en partant d'une notion centrale et en montrant qu'elle touche différentes notions du programme. Et deuxièmement, c'est essayer de voir ça de manière assez détendue, en écoutant un peu de musique, du type c'est bon pour le moral, pour vous rappeler en fait que tout ceci a pour but de clarifier des notions que nous avons déjà vues.